Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Parce que c'est ça qui est fou. Je veux dire, que ce soit notre mari ou notre famille, nos enfants, eux, ils veulent que notre bonheur. Mais c'est souvent ceux-là, on leur dit « Ouais, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de te parler. » Et on a montré toute une journée une femme extraordinaire que je pouvais être, avec un grand sourire. Mais j'arrivais à la maison et j'étais pas capable de m'occuper d'eux. Parce que j'étais brûlée, parce que j'étais out, on va dire. Chers amis, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec mon invité qui vient tout droit de Genève. C'est comme ça qu'on dit, paraît-il. J'ai essayé un petit accent qui était très mal positionné, mais peu importe. Anne-Marie Muller est installée sur les canapés. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Et on dit bien Anne-Marie. Anne-Marie. Voilà. Parce que ça commence déjà là, votre histoire. C'est déjà là, on y C'est un prénom, on se dit d'où sort ce prénom. Et, exact. Pardon, mais c'est une erreur. Exact. Ça commence par une erreur. Ça veut donc dire que votre vie, quelque part, quand on se positionne sur une dimension transgénérationnelle ou existentielle, votre vie commence par une erreur. Elle commence par une erreur. Exact. Je suis née à Genève, il y a 62 ans, et ma maman étant italienne, elle parlait pas bien le français, c'était une émigrée. Et elle voulait dire Anne-Marie. Voilà, le prénom composé d'une banalité totale. Voilà. Les papiers partent en Italie, ils reviennent et on écrit Anne-Marie. Et là, mes parents un peu flemmards ont dit on va le garder. Ceci dit, ça fait votre singularité, c'est une originalité qui est remarquable. Alors au début, je la trouvais pas du tout sympathique parce que à l'école, j'étais toujours avec les garçons au lieu d'avec des filles parce qu'il n'y a pas de E, donc on comprenait jamais dans quel camp on voulait me mettre. Après les années, on dit toujours monsieur, non, c'est madame. Donc ça a toujours été au départ une espèce de point d'interrogation. Par contre, de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était une sacrée force et que ça devenait une unicité. Comment vous avez transformé ça en force ? Parce que je me suis dit, quand on a un problème, on peut toujours imaginer de voir que le problème. Par contre, de dire, mais attends, qu'est-ce que tu pourras en faire pour que ça devienne quelque chose de fort, d'unique, qu'on te connaît, qu'on te retient. Et c'est comme ça que j'ai décrété que j'allais dire que mon prénom, c'est quelque chose d'unique. Et j'en suis aujourd'hui très fière et je remercie mes parents de l'avoir fait. Il vous aura fallu combien de temps pour avoir cette sagesse ? Cette sagesse, une bonne 20aine d'années. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire qu'il y a enfance et adolescence. C'est costaud. Un peu rock'n'roll, comme on dit, quoi. Totalement, totalement. Cette enfance, cette reconnaissance où vous disiez mais on n'est pas dans les cases, on est différent. J'ai aussi vécu toute la partie du rejet de l'étranger dans un pays comme la Suisse aussi, où alors il y avait le prénom plus le fait d'être italienne, où on nous disait rentre chez toi, tu n'es pas chez toi ici. Donc toute cette partie où on a besoin de se construire en tant qu'enfant et on l'a pas. Donc j'ai pris la solution qui était de dire je vais rentrer dans les cases, je vais être quelqu'un de gentil, de parfait, de quelqu'un qui bouge pas, qui est dans l'ombre. Mais ça suscite aussi une souffrance. Totale, parce que c'est là où je me suis totalement effacée. Ouais. Et toute ma vie a été cette ambiguïté de dire d'un côté je m'efface, je suis la gentille enfant, ado, jeune femme, bien dans les cases, bien dans ce qu'on leur demande, et de l'autre côté, cette envie d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose qui est de dire je veux inspirer le monde, moi, je veux faire en sorte que les gens se disent mais non, vous êtes comme vous êtes, mais vous êtes déjà des gens merveilleux, donc faites-le. Et il m'a fallu du temps, parce que je crois que ce soit le domaine du bien-être, la spiritualité, il faut du temps. Oui. On oublie des fois ça actuellement dans notre... expérimenter, et vous dites, cesser de faire, exact. mais d'incarner.
C'est ça, Voilà. c'est ça. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnée et transformatrice. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctalk.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Alors, on va voir votre parcours de vie, l'expertise, votre méthode. Alors, c'est la méthode un peu à l'italienne? Non, pas vraiment. Le mot? Le mot à l'italienne, alors j'aurais Ciao. bien voulu ciao, voilà, ça c'est bien après. C-I-A-O. Exact, on on va en bien sûr. parler. Mais le ciao, je dirais, la dolce vita, ma mère m'a tout de suite dit, attends, calme-toi, nous sommes en Suisse et il faut rentrer dans les cases. Ok. Donc, j'étais plutôt celle qui disait, on fait pas de vagues. Ouais. Reste à ta place. T'es dans un pays, pour moi, naturellement, mon pays de naissance, mais mes parents d'accueil. Ce qui fait que on faisait pas de remous dans la famille et on n'était pas les extravagants que quand on passait la frontière et on allait en Italie où la Dolce Vita était bien présente. Mais en tout cas, le fait d'avoir choisi cette méthode avec les acronymes qu'on va voir, mais la méthode Ciao, là, puisque je rappelle, vous êtes coach et on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de cet accompagnement, c'est un petit clin d'œil à vos racines italiennes. Totalement. Bah oui, évidemment. Totalement. Mais elle est venue, alors il y a toujours, aujourd'hui je suis une femme qui vit pleinement comme j'ai envie, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est une de mes signatures, je bois tous les jours un cappuccino, où que je sois. Ça c'est quelque chose qui pour moi est dans mes racines et c'est une belle histoire aussi d'où est venu ce cappuccino. Et ciao est rentré dans cette démarche, c'était que j'étais en train de boire un cappuccino. Et je me suis dit, mais attends, ciao, c'est tellement évident pour moi. Alors, il y a le C pour la confiance, le I pour l'intuition, le A pour l'abondance exact. Et le O pour oser. Exact. Vous savez, c'est un peu la même chose qu'ABC. ABC, c'est le A de audace, le B de bravoure et le C de créativité. Magnifique. Ou alors le B de bien-être ou bienveillance, enfin, peu importe. Mais ça vient d'une histoire comme ça exact. aussi. Non, mais, exact. On a un petit point commun là-dessus. Alors, on va voir la coach que vous êtes aujourd'hui. Coach leader en intelligence émotionnelle et transformation du leadership humain. Ça, il faut une explication de texte. C'est ça. Parce que voilà, c'est toujours intéressant de mettre des titres, mais il faut aller dans le fond des choses et voir de quelle manière vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Vous êtes une citoyenne du monde et le voyage a aussi une importance dans votre vie. Totalement, totalement. Il a eu surtout une grande révélation, car du ciao, de croire, avoir confiance est une chose et croire que tout est possible, je l'ai vu après, mais à 20 ans, mon rêve, c'était d'aller au Japon. Et en 2019, je vais au Japon. Révélation. Et la révélation. Mais déjà, vous faites des études de tourisme. C'est ça, c'est vrai. J'aime le voyage, j'aime les gens, j'aime la culture, j'aime cette partie qui dit t'es différent et en même temps tu peux nous apporter tellement de belles choses. Donc pour moi, ça cette curiosité et cette envie de connaître l'être humain. Et dans chacun de mes voyages, et peut-être aussi le fait que mes parents se sont déracinés, hein, aussi, ça vient peut-être déjà de mes ADN, mais d'être dans cette démarche de voyage qui me permet de voir les gens et je me dis waouh. Pourquoi le Japon ?
Pourquoi être fasciné par... Alors, le Japon est arrivé tout simplement parce que lors de mes études de tourisme, il fallait choisir un sujet pour un dossier et un diplôme. Donc, j'ai choisi le Japon. Et je trouvais que cette culture était juste fascinante et en même temps tellement décalée. Et je me suis dit, un jour, j'irai au Japon. Et le fait d'aller au Japon en 2019 m'a permis aussi... L'histoire derrière le Japon est forte parce que j'ai pu aller au Japon par une histoire qui n'était pas drôle, parce que c'est tout simplement des personnes, des jeunes gens que j'ai accueillis chez moi qui m'ont cambriolé et qui m'ont pris mes bijoux, mes valeurs. Et un an après, on me dit « Est-ce que tu aimerais aller au Japon ?» Et mon mari me dit « Écoute, de toute façon, tu t'es dit que tu t'achèterais plus de bijoux. Prends cet argent et va au Japon. » Et au Japon, j'ai eu cette révélation parce que moi, j'ai toujours eu l'impression d'être coupable d'avoir séparé mes parents par une blessure, cette injustice. Expliquez-nous, parce que vos parents sont divorcés ? Oui, mes parents sont divorcés et il y a toujours eu dans notre famille beaucoup de violence. Okay. Et pour sauver ma mère, moi, j'ai pris ma mère et je lui ai dit « Mais non, on s'en va. » Et j'ai toujours eu le sentiment de culpabilité de dire j'ai séparé mes parents. Ça fait beaucoup de culpabilité chez vous. C'est ça. Culpabilité du déracinement par rapport à vos origines italiennes. Voilà. Culpabilité de dire je suis italienne dans un pays étranger mais qui m'accueille, donc on ne fait pas de vagues. Voilà. Culpabilité avec l'école, le cursus scolaire, parce qu'effectivement il faut être plutôt discrète. Ça fait beaucoup. C'est ça. Et tout ça, il fallait que je le travaille. Et je ne savais pas comment. Je ne savais pas, moi, comment faire cette histoire dans le développement personnel ou dans le coaching. Comment je travaille ça, moi? Et il y a eu vraiment, en 2019, cette révélation là-bas de dire « Mais t'es coupable de rien, ma fille. » Comment est-ce qu'au Japon, vous ressentez ça de telle sorte que vous puissiez vous dire « Déculpabilise-toi, tu n'es coupable de rien ». J'arrive dans un temple, l'émotion part, elle monte, je me mets à pleurer. Je me balade dans ce magnifique temple d'argent à Kyoto. Et j'arrive au bout et je dis, mais je sais pourquoi je suis née, pour faire du bien aux gens. J'ai eu cette renaissance-là. Et ça, c'est 2019. Hein. Ça, c'est 2019. Donc c'est tard. C'est ça. Et là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Anne-Marie, tu n'as que cette mission, aider les gens faire à être du bien aux autres. Exact. Tout ce qu'on n'a peut-être pas pu vous faire à vous. Exact. Mais c'est aussi grâce à tout ce que j'ai vécu qu'aujourd'hui, je suis capable d'écouter les gens, de les comprendre, de les emmener vers ce bien-être, cette sagesse ou ce calme, cette sérénité qu'ils pourraient avoir. Si je n'avais pas vécu tout ça, je serais peut-être pas capable et je serais plutôt avec les termes qu'on a dit au début, leadership humain, intelligence émotionnelle, qui sonnent très bien mais qui ne sont pas forcément... Ça veut dire que le secteur du tourisme dans lequel vous étiez, vous y êtes jusqu'en 2019 alors? Oui, beaucoup d'événementiels. Ouais. D'accord, j'ai travaillé pour des groupes hôteliers sur Genève. J'ai beaucoup travaillé l'événementiel aussi dans le domaine du tourisme. Mais ma mission a été l'événementiel. Mais de nouveau, maintenant avec le recul, j'ai fait un métier de l'ombre. Oui. Mais je voulais être dans la lumière. Et vous y êtes là. J'y suis. Voilà. J'y suis. Alors 2019, ce voyage au Japon, sauf que on dit souvent, et tous ceux qui s'installent là nous relatent ça régulièrement, c'est-à-dire que on a le sentiment que quand on n'est pas aligné avec nos principes de vie, nos valeurs, ou que l'on n'entend pas ce que la vie nous dit, eh bien la vie se charge de nous le faire comprendre, physiquement, psychologiquement, psychiquement. Et vous, il y a quand même 2 événements en 2001-2016. Sympa. 2001, dépression. Total. Et l'AVC. L'AVC, en 2016. Oui. Donc là, on sent que le corps, là pour le coup, il vous dit mais il va peut-être falloir que tu comprennes que c'est pas ça. Ton mode de vie, c'est peut-être pas nécessairement que l'événementiel ou que même si vous étiez peut-être épanoui dans le milieu dans lequel vous étiez. Totalement, on le comprend. Alors sur le moment quand ça arrive, c'est sûr, on se dit mais qu'est-ce que c'est encore ce truc et pourquoi nous souvent on entend oui mais j'ai tout fait bien et pourquoi j'ai un burn-out ou pourquoi je fais une dépression. Et c'est typiquement, c'est parce qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Et étant un peu têtu de tempérament, donc automatiquement derrière, je dis ça va aller.
moi, je suis la femme, la warrior. J'ai traversé tellement de trucs. À quel moment tu vas me faire penser que je peux pas continuer à avoir une vie privée, une vie professionnelle, tout va bien, la vie est belle. Non, mon corps, il est en train de me dire, si tu t'arrêtes pas, je t'arrête. Ok, t'as pas compris, je t'arrête. 1 an de dépression. Et au départ, j'y allais pour ma fille chez une psychologue. Et la psychologue, elle me regarde et elle me dit, Madame, c'est pas votre fille qui a besoin, c'est vous. C'est vous le problème. J'ai pas aimé du tout. Et par mon tempérament, je lui dis, mais pas du tout. Il me dit, Madame, je ne soigne pas votre fille. C'est vous. Sinon, rien. Quelle était la conséquence sur votre fille pour que votre fille en arrive à aller chez un spécialiste? La même chose, un manque d'écoute, passer toujours les valeurs de l'entreprise avant mes valeurs. Alors j'avais des beaux mots, ma valeur, ma famille, c'est toujours la première. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai fait exactement le contraire. J'ai fait un événement, mon fils il était à l'hôpital. Il avait failli perdre sa jambe. Je n'étais pas à côté de lui, j'étais en événement. Donc, la même chose par rapport à... On parlait du Festival du Rire. Ma fille avait 1 an. Je n'étais pas à côté d'elle, j'étais au Festival du Rire. Et je priais le bon Dieu pour éviter et pour voir et être sûre que je puisse la voir marcher. J'écoutais rien. Encore moins moi. Mais par contre, ce manque d'écoute que j'avais, j'en voulais aux gens quand ils ne m'écoutaient pas. Ah oui, mais Anne-Marie, si tu ne t'écoutes pas, comment tu veux qu'on t'écoute? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, en tant que coach et spécialiste justement de cette intelligence émotionnelle, vous avez la certitude, vous pouvez nous dire et avoir la certitude que le corps parle au point de vous coacher oui. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. C'est sûr. Ouais. Parce que 2016, je recommence. Beaucoup moins fort. Parce que j'avais encore appris 2-3 petites choses déjà. Mais je fais. Ce jour-là, je m'en souviens, je m'étais pris la tête, vraiment, par une situation qui me dérangeait. Je tombe. Ma fille me prend, de nouveau ma fille, me dit, maman, je crois que tu vas pas très bien, viens, je t'emmène à l'hôpital. AVC. Pouf, terminé. Et là, j'ai eu le choc, vraiment. Là, j'ai dit stop. Parce que quand on fait les analyses, et je dis, c'est ça que tu donnes à ta famille? Un légume? J'ai dit non. J'ai beaucoup de chance, merci. Merci la vie. Parce que ce n'est qu'un avertissement. C'était que de nouveau qu'un avertissement. J'ai pas de séquelles, j'ai rien, tout va bien. Et de nouveau, prendre conscience qu'on fait passer des choses sous prétexte qu'on doit montrer aux gens d'être bien, en dépend de notre vie, et surtout des gens qui nous aiment le plus au monde. Parce que c'est ça qui est fou. Je veux dire, que ce soit notre mari ou notre famille, nos enfants, eux, ils veulent que notre bonheur. Mais c'est souvent ceux-là, on leur dit « Ouais, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de te parler. » Et on a montré toute une journée une femme extraordinaire que je pouvais être, avec un grand sourire, mais j'arrivais à la maison et j'étais pas capable de m'occuper d'eux. Parce que j'étais brûlée, parce que j'étais out, on va dire. Et eux, ils sont restés là, gentiment, à m'écouter, à être à mes côtés. À supporter, en silence. Ah, j'ai dit là, il y a un petit couac qui va pas du tout dans l'histoire. Sauf qu'entre 2016 et 2019, il y a quand même 3 ans. Oui. Jusqu'à ce voyage au Japon que vous attendiez depuis l'âge de 20 ans. Bon. 3 ans, c'est long. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel, à me dire, il doit y avoir d'autres choses à apprendre quand même. Il y a peut-être une autre issue. C'est une petite issue différente. Il y a peut-être un truc, ouais. Bêtement, j'ai commencé à manger et à m'intéresser au développement personnel, à lire énormément de bouquins. Et en même temps, plus je les lisais, plus je me disais, non mais c'est pas comme ça la vie. Parce que je trouvais aussi que dans les bouquins, c'était trop simple. C'est pas comme ça la vie, du tout. Je veux dire, c'est facile de dire 30 jours pour avoir confiance en soi. Oui, le reset des 21 jours. Voilà. Moi, il m'a fallu 20 ans. Donc, on en parle. Comment ils font, eux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez tellement raison. D'accord? C'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est que pour y arriver, il faut avoir du courage. D'accord? Il faut être conscient que c'est important, comme on prendrait un médicament pour un cancer ou pour un AVC.
Et que c'est essentiel aujourd'hui de s'incarner dans cette démarche. Et que c'est normal que ça prenne du temps et que ça nous bouscule. Et moi, je veux pas dire, je veux faire du développement personnel ou je veux coacher sous un angle très enjoliveur et très mignon. Non. Par contre, je suis foncièrement convaincue que si on prend conscience et qu'on travaille petit à petit vers ce que l'on veut être, là, on s'épanouit, ça devient vraiment sympa. C'est ça. Mais alors, est-ce que et ça veut dire... a été ces 3 ans qu'il m'a fallu et la révélation en 2019 où je dis... Au Japon, Mais c'est bien sûr. Mais ça veut dire que votre accompagnement, il n'y a pas... Vous mettez tout de suite les pieds dans le plat en disant il n'y a pas de baguette magique, je ne vais pas régler votre histoire ou en tout cas votre problématique, entre guillemets, en 30 jours. Quoi. Oui, alors ça c'est exclu que je puisse dire ça à qui que ce soit qui vient devant moi en coaching, que ce soit en coaching en entreprise, parce que je coach dans le domaine du bien-être, la santé mentale des collaborateurs au sein d'entreprises, que ce soit des personnes liées, je ne suis pas là pour leur donner une baguette magique, non. Et que si eux ne font pas le travail, par contre, je suis là pour les accompagner, je suis là pour les guider, pour les rassurer quand ils ont besoin d'être rassurés, de les booster, de les challenger, d'être le déclencheur, de dire ah, attends, vas-y maintenant, go. Oui, mais j'ose pas. Ou on se raconte une belle histoire. Non, arrête de me raconter des histoires. Vas-y. Parce qu'au bout, c'est sympa. Mais ça te demande du courage d'y aller. Et moi, ça a toujours été mon credo parce que j'ai de la peine avec toutes ces promesses qui n'en sont pas et je trouve que ça fait plus du mal qu'autre chose. Parce que c'est comme si on disait, oui, mais notre vie, c'est tellement facile, on peut tellement la resetter quand on veut. C'est pas comme ça. J'ai assez l'âge maintenant de le dire que c'est pas comme ça. Il y a donc ce voyage au Japon en 2019. Vous revenez avec cette certitude presque, cette conviction. Qu'est-ce que vous allez faire dans la foulée alors, du voyage ? Alors, à la foulée du voyage, j'avais 2 espaces de coworking, je les ai fermés. Parce que je suis quelqu'un qui, quand est convaincu d'une chose, je la fais. Mais vous rentrez chez vous et vous dites à mes votre famille, coworkers, c'est fini. C'est ça. À ma famille, à mes coworkers, je dis, écoutez, dans 3 mois, on arrête. Wow. Transformation. Et en même temps, la vie, elle me fait les choses comme elles doivent être faites aussi, parce que y a 2020 et je lâche mes coworking, mes espaces de coworking avant 2020, donc que le bonheur. Et là, je me suis reprise, je me suis formée par François Lemay pour tout ce qui est pleine conscience, je me suis formée avec Martin Latulippe pour tout ce qui est infopreneur, parce que c'était pour moi un autre métier, je connaissais pas, moi j'avais l'habitude du terrain, j'avais pas besoin j'étais une femme de terrain, j'avais pas ce monde virtuel et digital. Nos amis québécois. Voilà, c'est ça. Et de là, de nouveau, quand je me suis rendu compte que, à vrai dire, j'avais mis des espaces de coworking de nouveau pour une question de reconnaissance qui servait absolument à rien. Je faisais pas pour moi les espaces de coworking. Je faisais parce que je voyais des gens heureux et je leur donnais un espace heureux. Mais moi là-dedans, je gagnais quoi ? À part bien sûr votre vie, ma vie, mais là-dedans, non. De nouveau, j'étais pas encore ce que j'appelle totalement alignée et dans ma mission. Et c'est pour ça que j'ai dit on va arrêter. Et là, j'ai repris mes activités de coach, de créer des ateliers dans tout ce qui est intelligence émotionnelle pour décortiquer l'émotion, de comprendre d'où elle vient, de pourquoi on réagit comme ça, pour enlever les conflits quand il y a conflit. Parce que très souvent, quand il y a un manque de communication entre 2 personnes, c'est que tout simplement un est touché et pas l'autre, ou il a été impacté par quelque chose. Mais quand on arrive à les déceler, on n'a pas besoin d'expliquer, je dis souvent aux personnes que je coach, soit juste en affaire, soit t'adoras l'exploratrice, juste une histoire entre toi et toi. Mais une fois qu'on le comprend, on peut passer la zone de turbulence avec beaucoup plus de facilité. Et de là, voilà, j'ai continué à travailler là-dedans et je m'épanouis totalement. Et quand j'ai des témoignages qui sont des beaux témoignages, je sais pourquoi je me lève le matin. Donnez-nous justement un exemple d'un avant-après, d'une personne qui vous contacte, que vous allez coacher, accompagner. Alors, j'aime pas trop le mot coach, parce que c'est vrai que il y a des coachs, tout le monde est coach. C'est ça. On est coach de tout. Un exemple de quelqu'un qui vous a profondément marqué. Alors, je vais vous en donner 2 parce qu'ils sont marquants.
Le premier, c'était après le 2019. J'ai une femme que j'accompagnais et elle me répond « Vous m'avez tellement aidée que si vous ne me l'aviez pas fait, je ne serais pas là pour vous l'expliquer. » J'étais là, ok. C'est lourd de sens. C'est sens. Et je me suis dit, ah ouais, ça y est. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai accompagné un jeune de 20 ans qui, quand je l'ai pris en coaching, je lui pose la question à 20 ans. Je lui dis, quel est ton rêve? Il me répond, dans la vie, il n'y a pas de rêve. Et là, moi en plus, maman, je dis, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Et 8 séances après, il me répond, merci Anne-Marie, tu m'as ouvert des portes, je vois que la vie, elle est intéressante et bonne à faire. Et je vais y aller. Déjà, le premier constat, c'est de se dire qu'un môme de 20 piges qui vient et qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de rêve ». C'est dur. Waouh. Oui, ça commençait pas. Ouais, on se dit, tu démarres mal quand même. Hein. Ouais. C'était sûr. Et c'était quoi sa problématique? Beaucoup de problèmes d'enfant, d'estime de soi, de confiance en lui, de manque de dialogue avec sa famille au point d'être perdu, de se dire non, mais la vie, elle vaut juste d'être subie. Et il n'y a rien qui mérite d'être vécu. Et de me dire à la fin, mais t'es une fille de dingue. Il me disait, mais t'es une femme. Il me disait, mais t'es juste une femme incroyable. Respect. Mais tu m'as ouvert des portes pour voir que la vie, elle mérite d'être vécue. Mais c'est beau. Moi, je peux repartir. J'ai fini ma journée. C'est sûr. Non, ben c'est sûr. J'ai fini ma journée. Et je suis. Est-ce que déjà, donc, par exemple, ce jeune garçon de 20 piges là, c'est la méthode Chao qu'il a expérimenté? Alors, il a expérimenté parce que ma méthode Chao, je la décline dans mes formations ou je la décline en coaching. Je la dis pas forcément, mais c'est mon fil conducteur. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que dans les séances, je vais travailler la confiance en soi, croire que tout est possible. Pour moi, quelqu'un qui me dit, je dis tous, c'est des briseurs de rêve. Quelqu'un qui me dit non, mais c'est pas possible. Non, c'est possible. Quand, je sais pas, mais c'est possible. Et après, de s'écouter, d'apprendre à ne pas être la reconnaissance de l'autre, mais d'être plutôt sa propre, sa propre boussole intérieure. Ben voilà, durant toutes les séances de coaching qui sont en général, typiquement pour les entreprises sur 8 semaines, disons 8 séances de 2 heures, je vais travailler ces 4 modules et de oser. Et typiquement, même pour un particulier, je vais aller lui dire, maintenant, go, vas-y, ose. Et alors, quand on dit ça, parce qu'il y a les mots, évidemment, puis il y a les actes. Alors, quand on dit ça dans votre accompagnement, ça veut dire que vous donnez des devoirs à faire à la maison, comme dirait l'autre? Ouais. Alors, pas des devoirs à faire à la maison, mais elle va me donner quelque chose. Et je dis, écoute, on se challenge, on y va. Comment tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est ta première étape? Et la fois d'après, elle va m'expliquer si elle a fait sa première étape ou pas. On débriefe. On débriefe ensemble, on lui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux, ou ce chemin-là, il n'était pas si facile, donc on fera un autre. Donc voilà, on repart après, pas de dire vas-y, ose et après fais comme tu veux. Non, il y a un accompagnement à ce niveau-là et un suivi qui permet de le faire. Et pour les particuliers, j'aime bien aussi, même sur les réseaux, créer des défis. Des petits défis ou même sur Insta où je vais faire un défi de la journée. Je dis voilà, vas-y, dis bonjour à quelqu'un que tu connais pas et fais-lui un sourire. Des petits défis comme ça, c'est aussi ose dans du quotidien. Il y a deux affirmations qui sont devenues aujourd'hui dans la langue française presque des injonctions. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Quand on dit, est-ce que vous croyez au quand on veut, on peut? Vous croyez à ça? Totalement. C'est fou. Vous savez qu'il y a des gens qui me disent ça, c'est pas possible. Il y a des gens pour qui ça ne fonctionnera pas. Ils pourront faire tous les efforts du monde. Ça n'est pas vrai. Quand on veut, on peut. Ça n'existe pas. Vous dites oui. Je dis oui. Toute ma vie, ça a été ça. Je voulais faire de l'événementiel, j'ai fait de l'événementiel. À 20 ans, je voulais aller au Japon, je suis allée au Japon. Je veux passer à ABC Talk, je suis à ABC Talk. D'accord, donc à un moment donné, non, c'est aussi compliqué. Il y a des gens qui n'oseraient pas. À un moment donné, ça demande bien sûr du courage, d'y croire, mais d'y croire d'une manière inconditionnelle. J'ai toujours mon mari qui est exactement l'opposé de moi, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de notre couple. Lui, il dit non. Je dis mais comment tu peux dire non? C'est bien sûr, je respecte ce que tu dis. Par contre,
je suis foncièrement qu'on va y arriver. Parce que au moment où on se donne cette énergie et cette fréquence d'y croire, d'être totalement avec cette vision-là, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que ça peut prendre du temps. Et l'être humain n'aime pas attendre. Il veut tout de suite. Ça n'existe pas. Une plante, elle pousse pas tout de suite. Tout demande du temps. Et on a tendance un peu à l'oublier. Moi aussi, hein. Dans certains de mes domaines, je suis peut-être un peu impulsive et je serais plutôt du style non, mais je veux tout de suite. Mais vous êtes résolument optimiste. Totalement, mais la vie, elle est belle. Elle est belle. Seulement, il faut se la rendre belle parce que c'est pas quelqu'un, c'est comme moi, je suis beaucoup dans la loi d'attraction. Mais je vais vous donner juste une anecdote qui m'est arrivée hier. J'en parlais avec une amie. Hier, je prends le train à Genève et je vais boire un café, mon fameux cappuccino. Et je me dis, ah tiens, j'ai une amie que j'aime énormément qui travaille pas très loin. Je dis, ah ben peut-être je vais l'appeler pour savoir si elle vient boire le café. J'arrive, elle était devant moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. C'est normal. D'accord? Ok, on peut dire que c'est le cadeau de la vie. On peut dire ce qu'on veut, mais si automatiquement on part sur l'optimisme, mais j'aurais pu aussi me dire, ouais, mais je vais pas la déranger, et je vais pas lui téléphoner, et bon, elle va pas peut-être vouloir venir. Je me mets plein de freins qui servent absolument à rien, là. Si elle vient, elle vient. Si elle vient pas, c'est tant pis. C'est bon aussi. Donc, c'est là où je pense que le croire tout est possible, c'est pas être dans un monde de bisounours. C'est pas de croire que tout est beau. Malheureusement, la vie, elle nous montre aussi que des fois, il y a des choses qui sont pas belles et qui font beaucoup de mal et qui nous font... Moi, ça me rend triste aussi. Par contre, je suis foncièrement que quand tu veux, tu peux, mais donne-toi les moyens et fais en sorte d'attendre le bon moment. Avec un peu de patience. Avec un peu de patience, avec de dextérité, et avoir le courage de dire « Ah, peut-être que tu t'es trompé. Redescends, repartez. » Ça, c'est aussi... Souvent, les gens ils disent bah, « Quand il y a un échec, c'est dramatique. » Non, l'échec permet juste de dire « Attends, tourne. » Mais au cœur du développement personnel, il y a aussi un truc, et je pose souvent cette question, c'est quelle différence vous faites entre le fait de rester focus, on dit souvent ça, tu as un objectif, reste focus. Et quelle différence il y a entre le fait de rester focus et l'entêtement? Alors, vous tombez bien parce que je suis bélier, donc pour être entêtée, je suis entêtée. Par contre, je suis persévérante, mais j'ai aussi appris que taper contre le mur, des fois, ça fait mal. Sauf qu'à quel moment vous savez que c'est le mur et qu'il faut arrêter pour éventuellement... Alors, une fois qu'on en a pris 10 fois, on s'arrête. Maintenant, c'est bon. Oui. Et on observe. Vous avez vu sur les réseaux sociaux cette image qui illustre justement ce propos de celui qui, avec une pioche, qui creuse parce qu'il y a un diamant. Et puis en dessous, il y a celui qui dit « Bon, allez, moi, j'arrête parce que c'est bon, je vais faire différemment ou j'abandonne. » Et alors qu'il est à 10 cm du diamant. C'est ça. Bon, donc c'est ça la grande question que je trouve dans le développement personnel. Et la réponse, c'est difficile de se dire à quel moment on est dans l'entêtement et on va souffrir, et à quel moment on se dit bon, ce serait peut-être bien de prendre une petite parallèle. C'est le point 2 de Ciao, c'est l'intuition, c'est l'écoute de soi. Apprendre à s'écouter, ça apprend à avoir cette humilité de ne pas être entêté. C'est apprendre à dire, là tu ferais quoi vraiment? C'est quoi que tu veux? Est-ce que tu as peur? Est-ce que on a besoin de se sentir en sécurité? Est-ce qu'on a une petite vibration qui dit non mais vas-y pas là? Mais comme on n'a jamais appris à s'écouter, on nous l'a pas vraiment appris, mais ça se développe, cette intuition. C'est pas magique, et je vous reprenais l'exemple de ma copine hier, c'est pas magique, on n'est pas dans la magie, on n'est pas dans cette... Moi j'adore la loi de l'attraction, c'est pas un problème ça, mais on est là, dans le mot loi attraction et le mot action. Donc déjà par principe, on n'est pas en train d'attendre que quelque chose nous tombe tout cuit devant nous. Par contre, de percevoir les choses, de les comprendre, de dire ah mais si tu vas là-bas, tu vas prendre cher. Et ça c'est le côté que je faisais très très facilement. D'accord, je fonçais et je regardais pas ce qui se passait derrière et je regardais pas ce que j'allais me brûler les ailes. Et comme je me suis brûlé les ailes plusieurs fois, je me suis dit bah maintenant apprends à t'écouter. Et aujourd'hui, qui que ce soit ma famille ou n'importe qui, la première chose je vais m'écouter. Je pars par moi.
je commence par moi. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui te va en vibration avec toi-même? Oui, non. Si c'est non, c'est non. C'est non. C'est bon. Mais avant, j'osais jamais dire non. Sauf que quand vous prenez cette dimension de l'intuition, et là aussi, il y a un grand débat entre l'intuition et l'ego. C'est ça. Mais l'ego... Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego? Au moment où vous rentrez dans le cœur, vous êtes dans l'intuition. Si vous mettez l'ego, vous êtes sur la tête. Ouais, La tête ne parle pas. Au moment où vous dites il faut rentrer dans le cœur, ça, c'est une dimension extrêmement abstraite. Bien Qu'est-ce sûr. que ça veut dire rentrer dans le cœur? Toujours pareil. Oui, on a enregistré une émission avec quelqu'un qui nous dit mais il faut parler avec le langage du cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors je dirais, oui, totalement. Je vais Pardon, essayer. Hein, non, mais, je vous pousse un peu dans votre tranchement. Quel bonheur mais qui, voilà, qui fait toute la belle richesse. Je vais utiliser un autre terme. Quand vous allez quelque part et qu'il y a quelque chose dans votre corps qui vous dit je suis pas bien là. Ça c'est de l'écoute, du cœur. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est de l'écoute. Et souvent, on se dit ouais, mais on peut pas le faire ça. Parce que Pierre, Paul, Jacques ou Jean va dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? Et on va le faire quand même. Et arrivé au bout, c'est faux. Et là, on se dit « Ouais, mais on aurait dû nous écouter. » Oui, mais pourquoi tu t'es pas écouté avant ? Et c'est ça, pour moi, l'écoute du cœur. C'est pas celle où je respire, où je suis bien, où je suis en méditation aiguë. Non, c'est pas celle-là. C'est celle de dire, vraiment, soit intuitive, soit à l'observation. Mais comme un enfant le fait très bien, moi j'ai toujours ça. Un enfant, s'il n'est pas d'accord, il ne le fait pas. Mais par contre, il dit, ouais, mais tu sais, c'est pas bien. Non, c'est nous qui sommes maintenant plus en phase avec la réalité. Parce que si nous ne sommes pas d'accord d'un truc, à quel moment on va le faire? Pourquoi on le fait? Et ça serait peut-être la deuxième partie de l'écoute. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi faire? Pourquoi? Pas pour les autres. Pour être bien, pour avoir une référence, pour être reconnu. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « T'es super, je suis contente », c'est l'ego. Mais moi, j'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie d'aider les gens? Est-ce que j'ai envie d'avoir un moment de sécurité pour moi? J'ai envie de me mettre dans mon monde. Et pourquoi je le ferais pas? Sous prétexte que je dois être bien? Non, ça, c'est plus possible pour moi. Donc, c'est cette partie-là où je vous rejoins sur le côté spirituel de « écoute ton cœur ». Non, c'est plus cette partie-là. C'est vraiment être le petit enfant que nous sommes. On a tendance un peu à l'avoir oublié. Mais un enfant de 3 ans, moi, j'ai toujours, les personnes que je coach et qui ont des petits-enfants, je dis « vous avez qu'à les regarder, vous aurez toutes les réponses ». Parce que si un enfant, il dit « j'ai pas envie de te dire bonjour », il va vous dire « j'ai pas envie de te dire bonjour ». Il dit pas ouais, alors je suis pressé, je m'en vais. Non, il va pas dire j'ai pas envie de te dire bonjour. Et nous on n'ose plus. C'est pour ça qu'on dit que la vérité sort bien de la bouche des enfants. Quel bonheur. Mais c'est sûr. Mais nous on n'ose plus. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et nous on va se raconter des histoires, ego, tête. Alors on est doué pour se raconter des histoires, des belles histoires, tellement belles qu'on arrive à croire que c'est la réalité. Ouais, non mais c'est pas pour moi. Peu de peine avec ça. Deuxième affirmation qu'on peut prendre aussi comme une injonction pour certains, c'est le tout est juste. Alors là, je suis moins catégorique. Je suis moins catégorique et je suis pas du tout catégorique. Ouais. Le tout est juste, c'est aussi pour moi une très belle histoire qu'on se raconte. De se convaincre que ce que nous avons choisi, c'est juste. Non, la vie, elle nous montre plein de choses. À nous de décider celui qui nous correspond le mieux pour nous, mais avoir ce phénomène de dire c'est juste pour tout le monde, c'est faux. Tout être humain est différent. Donc c'est peut-être juste pour moi, mais ça l'est pas pour vous. Donc à partir du moment où on ose affirmer d'une manière catégorique ce que je fais est juste ou tout est juste, non. Par contre, la vie nous montre qu'à des moments, si on prend tel chemin, fait sur plusieurs personnes avec plusieurs unicités, on arrive au même résultat. Donc là, on peut peut-être considérer qu'il y a peut-être quelque chose de juste. Mais ça revient aussi sur toute la partie des croyances. Les croyances limitantes deviennent une vraie réalité.
la croyance qu'on s'est formée, mais typiquement, on parlait tout au début de mon enfance, de croire qu'il fallait que je reste dans les cases, que je sois quelqu'un de gentil, que ci, que ça, c'était une croyance qui est devenue mon mode de fonctionnement. Si maintenant j'ai remis ça en compte, je suis beaucoup plus libre. Mais je peux aussi comprendre que l'autre ne soit pas au même niveau que je suis et que pour elle, c'est juste ce qu'elle est en train de faire. Donc, le côté empathique et bienveillant, il est là pour moi. C'est d'accepter qu'il n'y a pas une réponse et que le tout est juste dépend de notre perception et de où nous en sommes dans notre vie. Et la variante de ce tout est juste, c'est que vous en avez derrière qui rajoute tout est juste et rien n'est grave. Même chose. La perception du rien n'est grave, elle va dépendre de comment on le vit, de comment où nous en sommes dans notre vie. Quand on a quelque chose qui nous touche, on peut estimer que c'est grave. Mais une fois qu'on arrive à prendre un peu de hauteur et d'avoir cette écoute de soi, de dire, mais au fait, pourquoi tu dis que c'est grave? Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Et la personne va peut-être dire, oui, mais moi je me sens mal avec ça, je trouve que c'est très grave ce qui m'est arrivé. C'est là où on peut travailler et dire, ok, fais en sorte que tu décortiques ceci et vois la nuance du grave qui n'est pas si grave que ça. Et après, il y a des choses qui sont graves. Je veux dire, dans le monde, on a 2-3 trucs là qui sont pas très sympas et qui là, on peut estimer que c'est grave. Mais maintenant, les enfants, alors, j'ai été enseignante pendant de nombreuses années. Et beaucoup de parents mettent beaucoup de pression auprès des enfants sur leurs résultats en disant c'est grave. Mais non, c'est pas grave qu'ils réussissent pas. Je disais à une maîtresse d'école à mon fils, quand il était petit, on lui déchirait la feuille. C'est quelque chose que, ouf, ça résonne encore pas juste, même s'il a 25 ans, ça résonne encore pas juste. Et ça crée des traumas. Exact. Ça crée des traumas. Énorme. Et j'ai été vers elle. Et je lui dis, mais écoutez, pourquoi vous avez déchiré la feuille de mon fils? Elle me dit, parce qu'il a mal écrit. C'est grave. Il a utilisé le mot grave. Alors je lui ai répondu, parce que j'ai cette chance de pouvoir répondre dans ce sens-là, je lui dis, quand vous ratez un repas, est-ce que c'est grave? Et est-ce que vous le mettez à la poubelle? Ou vous le rattrapez et vous dites, je suis désolée? Ah, c'est pas la même chose? C'est la même chose. Alors je lui dis, je vous invite, madame, à partir d'aujourd'hui, de coller la feuille de mon fils et de lui demander de réécrire. Mais en aucun cas de déchirer. Ça, c'est le phénomène du grave. Donc, je suis beaucoup plus nuancée sur le grave. Oui. Absolument. Non, mais c'est passionnant, effectivement, de vous entendre. Mais je crois quand même que on a tendance à faire des raccourcis quand on voit l'énergie que vous avez et l'optimisme que vous avez. On va se dire, oui, mais ça, elle a été élevée comme ça. Non, mais on fait ce raccourci-là en disant, mais de toute façon, elle est optimiste de nature, voilà, elle a grandi dans cet optimisme-là. Or, non. Non. Votre vie n'a pas été faite de cette construite, en tout cas, dès votre plus jeune âge, de cette manière-là. C'était très conflictuel. C'est ça. Donc, oui. Énormément de conflits dans ma famille, énormément de choses. Par contre, j'ai eu cette chance-là d'avoir une mère, malgré qu'elle a été des moments pas très sympathiques avec moi, d'être une mère qui m'a toujours poussée à dire vas-y, essaye. Elle a eu ça depuis son jeune âge et elle me l'a transmis. Et vas-y, qu'est-ce que tu risques? Rien. Et mon père aussi, parce que comme ils ont fait fortune après leur année difficile, a été cet homme qui disait tout est possible, je vais y arriver. Alors, il n'y est pas arrivé avec beaucoup de facilité non plus et un peu maladroit dans sa manière d'être. Par contre, il m'a montré que j'en étais capable, sans forcément me le dire. Alors, à un moment donné, je me suis challengée avec lui. Je me suis dit, si toi tu y es arrivé, moi je vais y arriver. Et c'est peut-être là mon côté optimiste et cette persévérance de dire que la vie, elle peut me donner ce que je veux par rapport à ça. Parce que j'ai aussi eu des parents qui m'ont permis, malgré beaucoup de problèmes, m'ont permis de dire, mais vas-y, tu peux y arriver. Ce qu'aujourd'hui vous répercutez, ou vous avez répercuté sur vos enfants? Totalement. Ma fille est à Miami, elle a quitté un travail magnifique en Suisse. Elle est partie d'abord
a travaillé à Cancun au Club Med, puis maintenant est à Miami. Elle me disait, je suis pas heureuse à Genève. Je gagne très bien ma vie, bien sûr, mais je suis pas heureuse. Alors évidemment, ça ne peut que résonner chez vous. Et j'ai dit, ben vas-y ma fille. Bien sûr. Vas-y. Et mon fils, je lui disais, crois en toi, tout est possible. Ne te laisse pas démonter par des gens qui essayent de te mettre dans des cases. Tu fonctionnes différemment. Tu as un art. Il est artiste, hein, il est graphiste. Je dis, vas-y. Non, je suis pas d'accord que tu penses que tu es différent et que c'est une tare. Non. Go. Vas-y. Fais. Épanouis-toi. Fais ce que tu as envie. Alors, je sais que dans les commentaires, sous la vidéo, il va y avoir le tout est possible. On va nous dire, oui, mais que faites-vous? Quid de la maladie? Quid du handicap? Quid de ceci et cela? Et ce qui est vrai. Est-ce que véritablement tout est possible quand on se retrouve dans ce cas de figure-là que je viens d'évoquer? Oui. J'ai un ami en 2018, il a fait un AVC et il n'a pas eu la chance que j'ai eue. Aujourd'hui, il marche. Il a beaucoup de chance parce qu'il n'a pas perdu son côté mental. Il a le bras gauche qui est handicapé. Mais il m'a dit, Anne-Marie, je marcherai un jour. Il marche. Et quand on a un handicap qui malheureusement ne va pas dans ce sens, on peut en faire bien sûr quelque chose où on est encore coupable, on est victime. Je dis pas que sur le moment c'est dur, bien sûr. On prend ça, on se dit, attends, la vie elle est en train de me faire quoi là? Mais on peut se dire, attends, mais t'as vu, tu es en vie, tu as une famille, tu as plein d'autres choses que tu peux faire différemment, bien sûr. Alors pour moi, la plus grosse souffrance, c'est ce qu'on vit avec des guerres. Ça c'est une vraie souffrance. Et là, on est maître de rien du tout. Je veux dire, il y a du pouvoir qui se met en main et il y a plein de gens qui meurent. Et ça, oui. Là, je suis totalement d'accord que ça, c'est pas possible. C'est douloureux et que malheureusement, on peut pas faire le tout est possible. Mais le reste, tout est possible. Dans nos vies, dans ce que nous vivons, dans la chance qu'on a de vivre dans des pays qui ne sont pas en guerre, qui ne sont pas en train de se détruire, d'être dans des enfants qui n'ont pas à manger, je veux dire, nous, on est chanceux, faut pas se voiler la face. Par contre, beaucoup de courage, oui. Et c'est dans ces commentaires qu'ils diront, oui, mais c'est facile de dire. Est-ce que tu l'as fait? Je leur lance le défi. Votre accompagnement, on a vu, alors il est assez multifacette, c'est-à-dire qu'il y a le monde de l'entreprise, il y a évidemment adultes, et les jeunes adultes, et même plus jeunes encore? Non, alors je m'arrête sur des jeunes adultes. Okay. Comme j'ai enseigné en université sur des jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais alors, oui, mon tout est possible. J'aimerais que des personnes le travaillent depuis... D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie aujourd'hui? Oui, ce qui me manque, c'est de voir que des petits-enfants, des jeunes enfants, en primaire, en secondaire, ils osent remettre tout en cause et dire, mais votre modèle, là, il ne fonctionne pas, et de les voir grandir avec ce tout est possible, ça me plairait beaucoup. Je partirais tranquille en me disant, chouette, la génération suivante ou les prochaines auront enfin compris ce que on nous a pas appris. Il faut toujours... Moi, j'ai une grande espérance sur la nouvelle génération. Hein. Totalement. C'est de se dire, faites pas... Ne faites pas. En même temps, qu'est-ce qu'on leur laisse? C'est ça. Mais Mais bon. Est-ce qu'on leur laisse ou est-ce qu'on les challenge pour qu'ils prennent enfin le lead? Ah, ça m'agace parce que vous avez raison. Vous avez raison de voir la vie différemment, ou en tout cas de la prendre par un autre biais. Ben oui, ça c'est les automatismes du coach en développement personnel. Ben oui. C'est ma vie maintenant. Ben oui, bravo. C'est ça, bravo. C'est ma vie. Donc on peut vous consulter. Je suppose que votre accompagnement, quand c'est en entreprise, c'est en présentiel, j'imagine? Oui. Bon. Oui. Et quand c'est des particuliers, on peut... C'est en visio. En visio, ouais. Exact. C'est en visio et là, on travaille sur des modules et on décide du nombre, de l'objectif ce qu'ils ont envie. C'est pas un objectif entreprise. On est sur... oui, c'est quoi? Là, je vais accompagner une femme qui a 75 ans et qui a juste envie d'être un peu sereine, voilà. Il n'y a pas de mission autre que celle de partager des choses et de lui donner des petits tips qui lui permettront d'avoir une vie un peu plus calme que ce qu'elle est en train de... Est-ce que vous avez déjà fait un bilan
sur des situations que vous considérez comme des situations d'échec dans vos accompagnements? Oui. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Ce sont des gens qui lâchent? Oui, en entreprise, hein, ça arrive. Hein. Parce que c'est toujours le gap, là, c'est l'entreprise qui me mandate. Alors, j'ai la chance d'avoir des entreprises qui me font confiance, donc elles ne me demandent pas des retours personnels du tout. Par contre, la personne, elle se sent au départ en disant « mais moi, j'en ai pas besoin ». Eh oui. Ça commence comme ça. Alors, souvent, les personnes, le conduit du changement, patte arrière. Et les personnes, des fois, mon approche, qui est cette approche humaine, où on va aller quand même pousser un peu loin pour que ça sorte cette démarche de prendre en compte de qui nous sommes, ils sont pas prêts, ou ils sont... Donc, on arrive à un palier. Donc, vous n'insistez pas? J'insiste pas, non. Si c'est leur vie, leur choix de... Par contre, je suis malheureuse. Parce que moi, j'aimerais les emmener là-bas. Et ça, c'est ce que j'ai dû apprendre dans mon métier, de dire, toi, ton enthousiasme, c'est de les emmener là-haut. Ah, mais accepte qu'ils arrivent là déjà. Vous avez un petit syndrome de la sauveuse? Non, alors pas sauveuse, non, pas du tout. Je suis pas celle qui va sauver, bien au contraire. Des fois, je suis plutôt celle qui va pousser. Mais c'est vrai que quand on sent que la personne pourrait aller... Eh oui, c'est frustrant. C'est frustrant. Eh, bien sûr. On est là, oui. Ah mon Dieu, mais pourquoi? Et aussi accepter que la personne, elle a besoin de faire 3 pas en arrière, des habitudes qui reviennent. Même moi, j'en ai. J'ai celui qui est le plus fort actuellement et encore, c'est le doute. Des fois, je peux douter de moi. Même si mon optimisme est grand, je suis là, peut-être c'est pas bon ça. Et ce doute-là, j'arrive juste à mieux le traverser. Il existe encore. Donc de dire à quelqu'un, oui, tu vas totalement changer, c'est pas vrai. De nouveau. C'est juste de savoir, au moment où ça arrive, comment traverser. C'est un peu comme, je dis en séance, c'est comme un tsunami. Tu vas comprendre comment traverser la zone de turbulence. Mais la zone de turbulence, vous allez la passer. Il n'y a pas photo. C'est faux. De dire, oui, non, mais vous contournez. Non, pas du tout. Dedans. Donc, c'est ça la différence. Et oui, bien sûr, des échecs. C'est passionnant. C'est passionnant de vous entendre. C'est réconfortant aussi. Je trouve que c'est une vague de fraîcheur comme ça, de se dire, on y va, quoi. On tente. Oui. On tente. Ça, on c'est essaie, pour moi. Bon. C'est sûr. On va mettre les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Almarie Muller. Bon, Muller, c'est pas très. Ah non, alors là, c'est très italien. C'est le nom de votre mari. C'est le nom de mon mari. Je me disais, tiens, italien. Oui, c'est le nom de mon mari. D'accord. Merci beaucoup, Almarie. Mais avec plaisir. C'était un vrai plaisir de vous entendre. Bonne continuation. Vous repartez sur Genève? Voilà. Bon. Je vais d'abord prendre un peu un cappuccino à Paris avec mon ami, et ensuite... Un cappuccino à Paris à 14,50 €. Quoique la Genève, c'est pas mal aussi. Donc ça va aller. Ça va aller. Mais avec une Parisienne, elle ne me fera pas aller dans les endroits de 14 à 14,90 €. Merci beaucoup. Mais merci. Merci infiniment. C'était un très bel échange. Vous allez commenter avec bienveillance, comme toujours. Il y a beaucoup d'enseignements, des petits tips comme ça à écouter au travers du discours et de l'expertise d'Almarie. Et je sais que vous ferez appel à ses services si vous en ressentez le besoin, l'appel du cœur. Comment vous avez dit tout à l'heure? Le langage du cœur. Oui, alors si on n'aime pas trop juste s'écouter, l'écoute. Oui, l'écoute du cœur. Du cœur. ou de la tête, s'il y en a d'autres qui veulent la tête. Merci, Almarie. Merci. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Salut à tous.